Mes très chers amis, bonsoir, bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue ici en direct de Jérusalem, dans les studios TorahBox. Et ce soir, comme tous les dimanches soirs, pour ce direct live où vous pouvez poser vos questions ici en direct. Et ce soir, nous avons comme invité l'honneur d'avoir le Rav Yaakov Sitruk parmi nous. Rav Yaakov, bonsoir. Bonsoir. Donc très content de vous retrouver ce soir. On va partager, il nous reste quoi, 1h15. On a eu un petit peu de retard ce soir. On va l'expliquer tout simplement pourquoi à nos auditeurs. On va commencer peut-être par ça. On est dimanche 25 février. Ce matin, on a appris, enfin hier soir, le peuple d'Israël a appris une triste nouvelle puisque l'un des grands de la génération est décédé. Il s'agit du Rav Shmuel Auerbach, qui habitait ici à Jérusalem, qui était un des grands maîtres de notre génération, qui nous a quittés donc hier pendant Shabbat. Et donc aujourd'hui a eu lieu, il y a quelques instants seulement, quelques heures seulement, son enterrement, avec des dizaines de milliers de personnes qui se sont rendues donc sur le Har HaMenuchot à Givat Shaul à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle on a pris un peu de retard, puisque il était extrêmement difficile de rejoindre ici les studios de TorahBox, puisque tout est embouteillé. Rav Sitruk, si vous pouvez nous dire un petit mot sur qui était Rav Shmuel Auerbach pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Alors évidemment, c'est toujours difficile de parler de là où on se trouve d'un homme d'une telle envergure. Le Rav Shmuel Auerbach est donc d'abord le fils d'un illustre maître qui s'appelait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était vraiment le grand, l'un des grands de la génération précédente, enfin qui est nifta il y a à peu près 25 ans. Et il a donc, ce Rav Shlomo Zalman Auerbach, eu plusieurs enfants, et grâce à Dieu, sont tous des grands maîtres en Torah. Quand je dis grands maîtres, c'est que vraiment ils font partie du haut du panier. Le Rav Shmuel Auerbach est un homme qui a donc fondé une yeshiva dans le quartier de Shaarei Chesed, au centre-ville de Jérusalem. Et cette yeshiva a donc tout de suite pris beaucoup d'importance. C'est un homme qui n'a pas eu d'enfant et qui a donc consacré l'intégralité de sa vie à ses élèves. Très vite, sa réputation a dépassé les murs de sa yeshiva et il a véritablement fait partie de ceux qui ont guidé la génération. C'est un homme qui a été connu parce qu'il a toujours pris des positions de façon très appuyée. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux, qui croyait en ce qu'il faisait et en ce qu'il disait, qui allait jusqu'au bout de ses convictions, qui n'a pas forcément mis tout le monde d'accord, mais en tout cas il a eu le mérite d'aller, comme je le disais, jusqu'au bout de ses convictions. C'est un homme qui s'est battu pour le peuple juif. C'est un homme qui, chaque fois que dans le peuple juif il y avait quelque chose qui ne lui convenait pas, il en était littéralement malade, comme l'ont raconté aujourd'hui ses élèves. Cet homme, il est donc le maître de milliers et de dizaines de milliers de personnes qui ont profité de sa Torah. C'était quelqu'un qui ne faisait qu'étudier 24 heures sur 24. Quelqu'un qui se reposait de temps en temps en mettant sa tête sur sa table, mais qui prenait pas le temps d'aller se coucher chez lui pour ne pas perdre de temps dans son étude. C'était quelqu'un qui a sacrifié sa vie complètement pour le peuple juif et pour la Torah. C'est une perte immense pour notre peuple, un homme de cette trempe. Et malheureusement, je voudrais, sans vouloir attrister qui que ce soit, constater avec vous que ces dernières semaines, ces derniers mois, malheureusement, on a perdu un certain nombre de grands rabbinim. Et que véritablement, ces rabbinim, il faut savoir que ce sont nos remparts. Ce sont non seulement ceux qui prient pour nous, ce sont ceux qui nous guident. On a besoin de phares, on a besoin d'éclairage. J'espère que si Dieu veut, de là où il se trouve, il continuera de se soucier de nous, de prier pour tout le peuple juif, et que Bezrat Hashem, sa Torah, elle rejaillisse sur nous, qu'on ait le mérite de comprendre la profondeur de ses messages et de son enseignement, et qu'il soit, comme on dit selon l'expression, Melitz Yosher, donc un avocat sur lequel on peut compter pour tout le peuple juif. Amen. Merci pour ces quelques paroles d'introduction. Donc on va dédier l'étude de ce soir donc à la mémoire donc, du Rav Shmuel Auerbach Zatzal. Alors le sujet, le thème de ce soir, Rav Sitruk, pour lequel vous êtes venu, on est dans une génération où on assiste à un véritable, je pense, un fléau de célibataires qui ont du mal à trouver leur conjoint, du mal à trouver ce qu'on appellerait leur mazal, leur zivoug. C'est des termes qu'on risque d'utiliser tout au long de cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui tant de personnes ont tant de mal à trouver justement leur conjoint? Il semblerait qu'on ait de plus en plus de mal à se marier à notre époque. Est-ce qu'on en connaîtrait peut-être la raison, le pourquoi du comment, quelle en serait la cause? Quelles seraient peut-être les solutions? Est-il un remède à tout ça? Un petit mot. Alors un petit mot, ça va être difficile, on va essayer de dire un grand mot. Procédons par ordre. Tout d'abord, je crois que dans notre génération,
Alors je ne sais pas, je sais pas comment ça se passait avant, j'y étais pas, mais ce que je vois, ce que je constate de nos jours, c'est que je crois qu'il y a d'abord une grande angoisse, une espèce d'inquiétude quant à la structure familiale telle qu'elle se doit d'être. J'explique ce que je veux dire. Aujourd'hui, il est vrai que les couples mariés qui représentent des exemples se font rares. Qu'est-ce que je veux dire par rare? C'est qu'on est dans une époque où on se marie, et puis si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une phrase qui revient beaucoup trop souvent à mon goût, qui est la phrase suivante, erreur de casting. Je connais des tas de gens, ils ont tenté, ça n'a pas marché, ben ils essayent autre chose. Ok? Alors, l'incidence que ça a dans le sujet qui nous concerne, c'est que finalement, le mariage est devenu une source d'angoisse. C'est vrai, c'est pas rassurant de savoir que le taux d'échec est aussi élevé. Pourquoi je vais me mettre dans une galère? Mais la deuxième question qui suit tout de suite, c'est que, ok, je vais me faire confiance, je vais avoir confiance dans ce qu'on appelle le mariage, mais à ce moment-là, pour mettre le plus de chances de mon côté, il va falloir que je trouve vraiment la personne sur laquelle je peux compter. Et là, je crois que la question qu'il faut poser, c'est non pas comment trouver son âme sœur, mais comment chercher son âme sœur. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que je constate, et évidemment, je ne culpabilise personne, et il ne s'agit pas de porter un jugement ni quoi que ce soit, c'est qu'il me semble qu'il y a une erreur dans la façon de chercher son conjoint. Je vais expliquer ce que je veux dire. La première chose qui est à définir, c'est quel est l'objectif. Ok? Qu'est-ce qu'on veut? Alors pourquoi on veut se marier? Vous arrêtez un jeune dans la rue aujourd'hui, alors si il est un peu jeune, il vous dira je suis pas pressé de me marier, première erreur. S'il est plus âgé, il va vous dire je suis prêt à me marier, mais pas à n'importe quel prix. Et puis quand il est désespéré, il va vous dire bah, de toute façon, je trouverai jamais ce qu'il me faut. Très bien. Je me rappelle avoir rencontré un jeune qui m'avait dit moi, j'ai rencontré tant de jeunes filles, un chiffre qui donnait mal à la tête. En tout cas, un chiffre moi personnellement qui m'a beaucoup angoissé. Bon, très bien. Et puis, il m'avait dit, voilà, moi j'ai beaucoup de conditions, et alors celle-ci n'avait pas cela, telle autre n'avait pas telle autre chose, etc., etc., très bien. Et puis un jour, il m'annonce qu'il se marie. Alors j'ai voulu, pour ma culture générale, un petit peu m'intéresser à son cas. Je lui dis, ah bon, très bien, et explique-moi, c'est bon? Celle que tu as enfin trouvée, elle a toutes les conditions que tu cherchais? Il m'a dit, ah ben non, hein, on a dû passer sur ceci, passer sur cela. Et là, je vais vous dire quelque chose, là j'étais vraiment angoissé. Parce que j'ai compris qu'en fait, voilà un homme, une personne, okay, dans laquelle beaucoup peuvent se reconnaître, qui avait fixé un profil virtuel, un profil qui n'existait pas, auquel il s'était accroché. Le jour où il a finalement trouvé quelqu'un de convenable pour lui, il a eu le sentiment d'avoir renoncé à certaines choses. Et moi je considère que le mariage, c'est tout sauf ça. On ne se marie pas en renonçant. Attention, on ne reste pas marié en renonçant. Et je crois que c'est là qu'il y a un petit réglage qu'il faut absolument faire ensemble. Pourquoi on se marie? Et donc, qu'est-ce qu'on va attendre du mariage? Et donc, forcément, avec qui on va se marier? Voilà comment les choses doivent être ordonnées. Pourquoi on se marie? Alors, j'écoutais récemment un chiour d'un rave très connu qui disait une idée très simple, mais tellement belle. Il disait en fait, dans un premier temps, on a l'impression que dans une relation, on va prendre, on va recevoir. Les gens vous disent autour de vous, moi j'ai besoin d'un mari qui ceci, moi je voudrais une femme qui cela. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont des conditions. Quand vous proposez à quelqu'un de rencontrer notre personne, la première chose qu'il va faire, ne rigolez pas, hein, ne vous moquez pas. Il va aller voir sa photo, par exemple sur Facebook. Et en fonction de ce qu'il va voir, il va dire tiens, peut-être que ça peut convenir. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé chercher si cette personne, visuellement, pouvait lui apporter ce qu'il lui fallait. Très bien. Ça ne peut pas être un critère pour commencer une relation, pour commencer à... Alors, je vais être catégorique, non. Carrément. C'est un paramètre qui est ultra important. C'est un paramètre qui est incontournable. Une personne, deux personnes pour se marier doivent se plaire physiquement. Mais le problème, c'est pas l'importance de ce critère, c'est la position de ce critère dans le processus de la recherche. Ok? Donc, on va voir à quoi la personne ressemble, et donc on va voir si elle apporte
ce que je voudrais. C'est exactement comme si vous proposiez une personne à une autre personne, et la question qu'elle vous posera en premier, c'est combien elle gagne, qu'est-ce qu'elle possède, genre de combien je vais pouvoir, excusez-moi l'expression, profiter. Bon, donc ça c'est la relation du preneur. Très bien. Évidemment que dans un mariage, qui est la relation par excellence, on va recevoir. Mais est-ce que ça doit être le premier critère de recherche? Et puis il expliquait qu'il y avait une deuxième relation, d'accord, un deuxième critère, qui était ce que l'on donne. Ce que l'on donne. Dans un mariage, comme dans n'importe quelle autre relation, je peux énormément apporter. Alors c'est vrai, vous avez des gens qui vous disent « j'ai tellement d'amour à donner ». J'adore cette phrase. Elle est vraie. Elle est vraie. Maintenant, on ne va pas s'y arrêter, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que ça me paraît quelque chose qui est essentiel. Qu'est-ce que moi je peux donner? Alors je ne vais quand même pas demander aux gens de ne rien chercher en retour et de ne fixer comme objectif, de se fixer comme objectif que ce qu'on peut donner. Mais il faut oublier que la raison d'être du mariage, c'est là, à mon sens, qu'elle se situe. C'est-à-dire que finalement, entre ce que je vais donner et ce que je vais recevoir, il va y avoir une cellule que je vais créer. Et cette cellule elle va être le point vers lequel convergent les deux personnes. Donc voilà pourquoi je voulais préciser cette notion. Comment non pas trouver son mazal, mais comment le chercher. Mesdames et messieurs, qui nous écoutez, qui n'êtes pas encore mariés, ou ceux qui ont peut-être besoin d'un petit peu de courage pour que leur mariage continue de durer, voilà, demandez-vous, qu'est-ce qu'il faut chercher? Ce qu'il faut chercher, c'est pas ce dont vous avez besoin de recevoir, c'est ce dont vous avez besoin en tout. Je ne vous connais pas, mais je suis sûr de ne pas me tromper en me disant que vous avez autant besoin de donner que de recevoir. Et sachez une chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un capable de recevoir ce que j'ai à donner que quelqu'un capable de me donner ce que j'ai envie de recevoir. Donc je crois que la première difficulté, c'est là qu'elle se situe. On est en attente. Je vais voir le visage de quelqu'un sur une photo. C'est une image qui est figée. C'est une image que je perçois, qui me donne une impression, et je vais focaliser là-dessus. Première erreur. Vous savez, il y a des gens qu'on rencontre dans la rue, ils n'ont pas forcément des traits qui sont derrière lesquels on se retournerait, mais quand on parle avec eux, il se dégage quelque chose. Une photo, c'est trompeur. Une photo, vous savez ce que c'est? C'est souvent une affiche dans la rue qui vous donne l'impression que telle personne sait ce que c'est que le bonheur. Ah, si je pouvais lui ressembler. Sous prétexte que si je porte la même tenue, ou j'adopte la même attitude, moi je vais connaître aussi ce que c'est que le bonheur. Alors sachez une chose, c'est que cette personne, le bonheur, elle ne sait pas ce que c'est. Et c'est pas parce que vous allez lui ressembler que vous allez connaître ce que c'est que le bonheur. Mais voilà ce que c'est qu'une photo, c'est pas plus que ça. Vous voyez, ça c'est un exemple d'erreur que beaucoup commettent. Et ça pourrait être une cause justement aujourd'hui pourquoi on a autant de célibataires. C'est parce qu'on est dans cette société un petit peu où on nous a présenté l'amour fou, Mini, Mickey, et que voilà, tout est beau, tout est gentil. Mais bravo. Mais bravo. Ça, on est nourri par des clichés. Et ce cliché, c'est un cliché que l'on attend de trouver et qu'on ne peut pas trouver, c'est pas possible. Il n'existe pas ce cliché. Ce cliché, c'est le monde virtuel. Le monde de la réalité, c'est autre chose. Maintenant, ce que je voudrais dire, peut-être comme pour vous rassurer, parce que je ne voudrais pas vous allez voir, mon message, au contraire, il est très positif. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le cliché virtuel n'existe pas, mais celui que l'on peut créer est beaucoup plus beau que le virtuel. Et c'est dans ça que la personne doit développer en elle ce qui s'appelle la confiance. La confiance, c'est la confiance en soi. Alors, vous savez, moi j'ai l'habitude de raconter une chose. Je suis marié, comme beaucoup de gens, ok, puis avec ma femme, comme dans beaucoup de couples, pour ne pas dire dans tous les couples, il arrive qu'on se dispute. Vous savez ce que j'ai une dispute dans un couple? Quand elle est normale. Elle arrive, on la prévoit pas, mais elle disparaît aussi vite que ce qu'elle est arrivée. Et on finit par l'oublier. Et c'est vrai que je serais incapable de vous raconter les disputes, ou en tout cas le nombre ou les causes pour lesquelles on s'est disputé. Il y en a une que j'oublierai jamais. C'est la première. Alors tout le monde m'a dit, quand j'ai posé la question, ah oui, c'est parce que c'est la première que vous vous en rappelez. Pas du tout. La première dispute que j'ai eue dans mon couple, elle a été pour moi un choc. Vous savez pourquoi? Parce que avant celle-là, j'aurais jamais imaginé que j'étais capable de me disputer pour ça. C'est-à-dire que je me suis découvert. Et beaucoup croient que le mariage, c'est la découverte de l'autre, avec tous les risques que ça comprend, et je corrige. Le mariage, c'est d'abord la découverte de soi. Personne ne peut prévoir quel conjoint il va être. Personne ne sait quelle mère ou quel père il va être. Et c'est ça qui peut nous angoisser. Alors que quand vous parlez avec les gens, c'est tout le contraire. Ah non, ils sont sûrs d'être le meilleur parti du monde. Est-ce que l'autre va être à la hauteur?
Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'est-ce que je vais créer comme cellule? Quel est le cliché qui va être le mien? Il ne sera pas virtuel, il sera réel. Quant à le rendre beau, ben nous allons en parler, mais je vous assure que c'est possible. Très bien. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Pour continuer un petit peu dans cette lignée, vous évoquiez au tout début de votre propos le fait que voilà, on est dans une société un petit peu où on prend et finalement voilà, on peut s'en débarrasser un peu facilement. C'est un peu la société dans laquelle on vit, une société de consommation, on prend, on jette. Est-ce qu'on est dans le même rapport aussi, dans le même esprit avec dans le cadre d'un mariage, même aller au stade d'avant le mariage justement? Mais on pourrait passer des heures à en parler, mais on est dans une société où on a enseigné, on a éduqué la société en lui apprenant à revendiquer. Regardez, tout le monde revendique des droits. Moi j'ai appris une chose depuis mon très jeune âge, et je la dois à mes parents. Dans la vie, il ne faut pas revendiquer, il faut mériter. Ce que je mérite, ce qui est à moi, c'est à moi pas parce qu'on me l'a donné, pas parce qu'on me l'a offert, parce que je l'ai mérité. Moi j'adore la pseudo-considération qu'on a à l'égard par exemple des femmes, en leur donnant des droits. Mais les femmes, elles n'ont jamais eu besoin qu'on leur donne des droits. Dans la Torah, elles en ont toujours eu bien avant qu'on leur accorde. Elles ont eu leur place. Vous savez aujourd'hui de quoi est constituée la société? De personnes qui rêvent qu'on leur attribue ce qu'elles n'ont pas. Eh bien moi je vais vous dire comment ça se passe une société. Une société, ou plutôt une micro-société, c'est une famille. Une famille c'est quoi? C'est un père, une mère et des enfants. Et cette société va fonctionner quand le père va être à sa place, la mère va être à la sienne, et les enfants vont être à la leur. Et à partir du moment où chacun voudrait avoir la place de l'autre, on assiste à des sociétés qui se désagrègent. Je comprends que les gens ne soient pas rassurés, je comprends que tout le monde soit angoissé, je comprends notamment que le mariage fasse peur, mais le mariage c'est pas ça, au contraire. Le mariage c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais été aussi homme que depuis qu'il est, j'ai envie de dire, confronté, ou en tout cas qu'il vit avec une femme. Le mariage c'est une société dans laquelle la femme n'a jamais été aussi femme que depuis qu'elle vit avec un mari. Le mariage c'est une société dans laquelle les enfants rendent les parents parents. Parce que les enfants rendent leurs enfants enfants. Et quand tout ceci est respecté, alors chacun est plus fort. Et donc, comme vous le disiez à l'instant, la consommation, c'est quoi? C'est ce qu'on va me donner, ce que je peux revendiquer, ce que je peux attendre de l'autre. Mais mes chers amis, tout le monde sait que dans la vie, la réussite, elle dépend de son propre mérite. Il y a gata ou matzata ta'amin. T'as fait des efforts, il y aura un retour, forcément. C'est pas possible autrement. Mais celui qui tend la main constamment en quémandant qu'on lui donne ce qu'il n'a pas, on va peut-être lui donner un substitut de ce qu'il aurait voulu, mais c'est pas étonnant si tôt ou tard il est insatisfait. Je veux pas d'une société comme celle-là. Et si ma micro-société c'est mon foyer, je veux pas qu'il fonctionne de cette manière. Je veux être celui qui apporte ce qu'il est capable d'apporter en occupant sa place. Je veux que celui qui est en face de moi m'apporte ce qu'il veut m'apporter parce qu'il est à sa place. Et je veux également qu'à notre tour on puisse donner à ceux qui sont en attente et qui un jour aussi nous donneront parce qu'on les aura rendus forts. Voilà comment ça fonctionne. Bah, c'est parfait, je pense que ça a le mérite d'être clair. Alors mes très chers amis, on va faire une courte pause pour vous laisser le temps de poser vos questions en commentaire, un peu partout sur là où vous nous regardez. N'hésitez pas à poser vos questions, le Rav est là pour répondre à vos questions, toutes les questions qui concernent le couple, le mazal, le shidour, etc. etc. C'est à vous. On fait donc une petite intermède musicale avec Veza Keimi, la dernière chanson de Yaakov Zetoun, une reprise de Yehuda Zetoun. Tout de suite sur Torah Box. Restez connectés, partagez ce direct et on se retrouve dans 2-3 minutes. A tout de suite. וזכה ביני לגדל בונים ונבונים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראה אלוקים
אנשי אמס זה רק קודש בשם דבקים וזכה ביני לגדל בונים ונבונים חכמים ונבונים אוי אבי השם יראה אלוקים אנשי אמס זה רק קודש בשם דבקים מאירים אסוילום התוירו מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת סבוירם מאירים אסוילום התוירו מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת סבוירם יהיו מאירים אסוילום בתוירו מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת סבוירם יהיו מאירים אסוילום בתוירו מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת סבוירם יהיו מאירים אסוילום בתוירו מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת סבוירם יהיו מאירים אסוילום בתוירו מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת סבוירם מאירים אסוילום בתוירו מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת סבוירם יהיו מאירים אסוילום בתוירו מעשים טובים ובכל מלאכת עבודת סבוירם. Alors mes très chers amis, rebonsoir, ici pour ce direct donc de Jérusalem, en compagnie du Rav Yaakov Sitruk, qui nous fait donc l'honneur de rejoindre les studios Torah Box pour répondre ce soir à toutes vos questions concernant votre mazal, votre conjoint, votre zivoug. On est là pour répondre donc à vos questions. On en a reçu déjà quelques-unes. On va commencer avec Fabrice. Alors Fabrice qui nous dit « Bonjour Rav, j'estime que pour bien connaître son épouse, il est nécessaire de vivre avec elle auparavant. Pourquoi ce n'est pas une pratique répandue dans le monde juif ?» Alors d'abord, la question est très bonne, et je suis d'accord avec la formulation. Pour connaître son conjoint, il faut vivre avec lui. Mais, pour connaître son conjoint, je rajouterai, il faut vivre avec lui pour toujours. C'est-à-dire qu'en fait, une expérience qui est un essai, ça ne s'appelle pas vivre avec la personne. Essayer, c'est se dire que ça marche pas, je m'en vais. Donc finalement, on ne peut pas se découvrir et découvrir l'autre dans une situation aussi parfaite soit-elle, dans la mesure où elle est provisoire. Si la Torah interdit cette pratique, c'est pour une raison très simple. C'est que le seul moyen de se connaître, c'est celui qui consiste à vivre avec la personne une fois que l'on s'est engagé. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Cohabiter avec quelqu'un ne permet pas de le découvrir. Comme je le disais à l'instant, rentrer-sortir, ce n'est pas une démarche. Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est pas vivre avec la personne, c'est s'engager. Quand je m'engage vis-à-vis de quelqu'un, et je sais que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, va avoir des répercussions qui sont infinies dans le temps. Ça me permet de vivre une vie dans la réalité, une vie réelle. L'idée de vivre avec quelqu'un un certain temps pour essayer, pour voir si ça marche, c'est pas ça connaître la personne. On sera jamais soi-même. On assiste très souvent à des couples qui ont vécu des années ensemble, et le jour où ils se marient, tout se dégrade. Et les gens sont étonnés. Ah, dommage, tu vois, il aurait peut-être mieux valu qu'on se marie. Et je réponds très simplement, mais non, quand vous viviez dans le provisoire, vous n'étiez pas vous-même. Vous remarquerez que les gens qu'on rencontre en vacances ont l'air toujours très sympathiques, ils sont très agréables. C'est normal, c'est provisoire. Les gens que l'on rencontre au quotidien pendant des années, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins sympas, quoi. Voilà, vous voyez, c'est normal, on est dans la réalité. Donc,
On n'était pas contre le principe de deux personnes qui vivent ensemble avant le mariage. Mais à quoi ça sert? Vous croyez que c'est comme ça qu'on se connaît? Alors faites une expérience. Mariez-vous, et on se redonne rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, et puis après dans 15 ans, et puis après encore une fois dans 20 ans. Et vous me direz à chaque fois que plus le temps passe, et plus vous avez l'impression que la personne que vous venez, avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous êtes marié, vous êtes en train de la découvrir. En d'autres termes, pour répondre de façon concise, on ne peut pas connaître son conjoint avant de s'engager à son égard. Tout le reste, c'est un retour à cette vie virtuelle dont nous parlions tout à l'heure. Très bien. Question de Eve. J'ai tenté de nombreux shidduchim, rien ne marche. Je souhaiterais vivement rencontrer des gens lors de soirées, entre amis, etc., anniversaires et autres. Est-ce que j'aurai quand même la bracha? En fait, ici, Eve fait allusion à, et c'est aussi un petit peu l'objet de cette discussion de ce soir, c'est cette façon de rencontrer des partenaires probables lors de shidduchim. Donc, est-ce qu'on pourrait un petit peu déjà définir qu'est-ce que le principe du shidduch? C'est un petit peu la conception juive des rencontres matrimoniales. Bien, alors d'abord, je vais répondre un peu dans le désordre. D'abord pour parler de bracha. Il est clair, il faut le savoir, la bracha, on la mérite. Bon, d'abord, je ne suis pas habilité à dire qui mérite et qui ne mérite pas la bracha. Ça, c'est un axiome qui est clair. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une halakha. Et que la halakha, il faut la respecter. Je ne peux pas me demander à Hachem, donne-moi ceci ou donne-moi cela, si moi je ne respecte pas le minimum qui s'appelle la halakha. Ok? Donc la halakha, elle est claire. Alors, est-ce que la halakha, c'est que le shidduch? J'irai pas jusque-là. Bon, vous rencontrez quelqu'un dans une soirée, etc., il n'y a pas de problème, la bracha, vous l'aurez si Dieu veut, si vous respectez la halakha. Quelqu'un qui se permet de vivre, on va dire, différemment, c'est pas de mon ressort, c'est pas un rabbin qu'il faut adresser la question, ou en tout cas, pas sur, on va dire, dans un forum aussi ouvert et public que celui-ci. Maintenant, quel est le mécanisme du shidduch? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Les inconvénients, ils sont clairs. C'est très difficile de se conditionner, de déballer sa vie, de se dévoiler, de croire. Voilà, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours gratifiant, je reconnais. C'est quelque chose qui n'est pas évident. D'un autre côté, il faut être conscient de la valeur du shidduch. Les Rachamim sont des gens qui sont d'une extrême intelligence. Et lorsqu'ils ont proposé ce système, il y avait derrière une chose qui, vous allez le voir, qu'on va expliquer très facilement, et qui a une valeur qui est malheureusement tellement rare de nos jours. C'est la possibilité d'évacuer tout ce qui s'appelle les arrière-pensées. J'explique. Dans la vie, séduire, tout le monde aime séduire. Vous voyez, quand on est face à quelqu'un, on a envie de le séduire. Pour séduire, on va faire l'intéressant, on va être sympathique, on va faire attention à son apparence. Vous voyez, moi je me rappelle, un jour j'ai un grand-père qui m'a dit, tu sais, il me disait comme ça toujours, il me disait, tu sais mon fils, il faut épouser une belle femme. Bon, alors un jour je lui ai demandé, je lui ai dit, papy, comment on sait qu'une femme est belle? Je voulais avoir son avis. Genre j'avais besoin de conseils. Alors, il me dit, c'est très facile, mon fils, essaye de la voir le matin à son réveil. En d'autres termes, il voulait me dire, une personne, on la connaît quand on voit comment elle est vraiment. Pas quand elle... on ne connaît pas une personne quand elle nous montre ce qu'elle a envie qu'on voit d'elle. Or, j'ai pas besoin de m'allonger sur le sujet, tout le monde sait que dans la vie, il y a ce qu'on veut montrer et il y a ce qu'on veut cacher. Qu'est-ce que c'est qu'un shidduch? Un shidduch, c'est une relation avec une personne qui a toutes les chances, un jour, de découvrir exactement ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je suis pas fou. Je ne vais pas lui raconter des bobards, je ne vais pas lui raconter des choses qui sont fausses, dans la mesure où le principe même de cette rencontre, c'est pour qu'elle connaisse la vérité. Donc je vais faire attention. Donc je m'excuse pour tous les dragueurs qui nous écoutent, mais quand on va dans un shidduch, on est obligé d'être authentique. On est obligé de raconter la vérité. Ne racontez pas que vous savez faire ceci ou que vous possédez cela, c'est pas vrai. Parce que de deux choses une, ou vous êtes un menteur, ou alors vous avez un peu exagéré, mais elle va se rendre compte, vous allez passer pour qui? Donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un shidduch? C'est une rencontre qui est basée sur la séduction, mais dans la réalité. C'est unique au monde. Maintenant, je vous pose une question, et en même temps, c'est un défi. Si vous connaissez un moyen, qui est plus idéal que celui-ci, je vous donne ce que vous voulez. Plus facile, c'est certain. Plus agréable, encore plus. Là-dessus, j'ai pas d'excuses et d'explications, vous avez raison. Il est un petit peu contraignant.
il est un petit peu désagréable, mais il a le mérite d'être vrai. Et encore une fois, une relation doit être fondée sur ce qui est vrai. Il faut savoir évacuer ce qui n'est pas vrai. C'est sur ce qui est vrai que l'on peut fonder, que l'on peut construire des fondations solides. Alors c'est vrai, on va vous demander de faire un effort, enfin c'est pas moi qui vous le demande, c'est la Torah, c'est dans votre intérêt à vous, de faire un petit effort, d'aller vers une relation en étant vrai. Je déplore, moi, ce réflexe d'aller voir les photos, ou d'aller voir sur Facebook, est-ce que la personne elle a voulu que l'on voit d'elle. C'est ça connaître une personne? Ça c'est arriver avec un a priori. C'est une erreur monumentale. Encore une fois, je ne suis pas un exemple, mais j'aime le raconter. Je me suis marié à une époque où Facebook n'existait pas, même aujourd'hui ça existe, je ne sais pas trop ce que c'est, mais le jour où on m'a proposé la jeune fille avec laquelle finalement je me suis marié, je suis allé la rencontrer dans un shidour. On a voulu me montrer une photo, j'ai dit je ne veux pas avoir de photo. J'étais loin d'être un tzaddik, je pense qu'avoir été un homme normal, même si j'ai vécu dans le milieu religieux, je ne voulais pas arriver à une rencontre avec un a priori. J'ai refusé qu'on me raconte quoi que ce soit. J'ai découvert la personne. J'ai eu droit à une relation vraie, tout de suite, très rapidement. C'est ce qui a fait peut-être que l'on s'est marié. Vous voyez? Et je pense qu'il faut faire attention, et ça vaut la peine de faire l'effort. Ça vaut la peine de se dire, je vais aller découvrir la personne. Je vais aller, moi, me présenter sur mon vrai jour à la personne. Et vous savez, quand on est dans un shidour, ou bien même dans un autre type de rencontre, et que la personne elle est sincère, alors le courant, il passe différemment. Il passe pas, c'est pas grave. Mais quand il passe vraiment. Un jour, quelqu'un m'a demandé, une jeune fille qui était en shidour avec un jeune homme, elle m'a dit, c'est quand qu'on sait que c'est un bon shidour? Je lui ai dit, c'est très simple. C'est quand tu sens que la relation, elle est vraie. Quand tu es toi-même. Quand tu ne te sens pas obligé d'être autre chose que ce que tu es. Tu n'es pas obligé de dire autre chose que ce que tu as envie de dire. Vous voyez, c'est vers ça que doit mener un shidour. Si vous sentez que dans un shidour, c'est pas comme ça que ça se passe, là, j'accepte l'excuse de mauvais casting. Tant que c'est pas trop tard. Pas grave. Un shidour, c'est une tentative. Il faut pas prendre ça comme quelque chose de dramatique ou de tellement difficile ou lourd. Au contraire, il faut lui donner de la légèreté au shidour. Alors c'est vrai qu'on est tenté de rencontrer les gens un peu par hasard, dans des soirées autour d'un verre, d'un café. C'est plus léger. Maintenant, le défi que je vous propose, encore un deuxième, c'est de rendre léger vos shidurim. Messieurs, c'est à vous surtout que je m'adresse, parce que j'estime que la place d'un homme, le rôle d'un homme dans ce stade de la relation, c'est de décontracter l'autre. C'est justement d'alléger cette situation, afin de permettre à chacun de vous deux d'être vous-même. Croyez-moi, c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. Et donc pour parler encore plus concrètement, la définition du shidour, si on comprend bien, c'est donc un garçon et une fille qui sont mis en contact par un entremetteur. Et donc j'imagine cette personne, c'est son travail, elle va chercher les critères de l'un et de l'autre, et après comment ça se passe sur place concrètement? De quoi il parle? Bon, alors il n'y a pas un mode d'emploi du shidour, ok, mais encore une fois, je crois qu'il faut laisser la place à ce qui est naturel. De quoi on parle? On parle de ce qu'on a envie. On a le droit de raconter ce qu'on a envie de raconter. Je vais vous dire quelque chose. Si vous abordez une personne et vous lui racontez quelque chose, et puis au premier sujet, vous vous rendez compte que ça l'intéressait pas, ça l'intéresse pas, le deuxième ne l'intéresse pas non plus, le troisième ne l'intéresse pas non plus, alors vous avez raison, c'est qu'il y a un problème. Mais je crois que ce qui justement risquerait de dénaturer cette relation, c'est de se dire, bon alors là il faut que je dise ceci, là il faut que je demande cela, là, non. Il y a des shidurim qui fonctionnent de façon magnifique, parce que justement on ne s'est pas donné, on n'a pas établi un programme. Ok, on va pas avec une feuille de route en disant bon là c'est ceci, là c'est cela. Il m'est arrivé un jour de rencontrer encore une fois une jeune fille qui était fiancée. Et puis elle m'expliquait, parce qu'il y avait un groupe de jeunes filles qui discutaient, autour de ma table, et elle disait qu'elle avait toute une liste, et puis qu'elle était fiancée avec un garçon qui correspondait à tous les critères de sa liste, et que le shidour s'était passé selon l'étape A, puis après petit A, petit B, petit C, puis après grand B, etc. Enfin bref, mal de tête, d'accord? Et j'étais pas d'accord, et je lui ai exprimé mon désaccord, et elle était encore moins d'accord avec moi. Bref, il y a une discussion comme ça qui était très intéressante. Et puis, je l'ai perdue de vue, et puis un jour, je la rencontre, quelques mois après, et elle me raconte que finalement, elle s'est pas mariée avec ce jeune homme. Et entre-temps, grâce à Dieu, elle avait rencontré un autre jeune homme, et puis elle était à la veille de son mariage. Et je lui dis, ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors en rigolant, je lui dis le deuxième il correspond aussi à la liste. Elle m'a dit ah non pas du tout. Hein, vous avez raison, j'ai abandonné cette idée. Et je me suis rendu compte qu'en fait le premier il ne faisait que remplir des cases. Mais en fait il ne correspondait pas à ce que je voulais au fond de moi. Et en fait je crois que voilà, il y avait un manque de naturel. Hein, rappelez-vous, et on va peut-être y revenir parce que c'est un thème qui m'est cher. Il faut savoir être naturel. Soyez vous-même. C'est comme ça qu'on se marie. Et c'est comme ça qu'on entretient un mariage. Et c'est comme ça qu'on réussit une relation. Vos enfants aussi, quand vous allez les guider, leur enseigner, les réprimander, les encourager, ils auront besoin que les mots que vous prononcerez, sont des mots qui émanent de ce que vous êtes. C'est facile, quand on parle avec quelqu'un, de se rendre compte si ce qu'il dit, ça vient de lui véritablement, ou si ce sont des mots qu'il s'est forcé à dire. Ça, il faut le fuir. Mais on pourrait pas commencer avec un petit peu de paraître, histoire de faire rentrer les gens dans la boutique. Mais j'ai rien contre un coup de maquillage, un brushing, mais même une dans belle la cravate. challenge. Il n'y a aucun problème, mais évidemment. Tout à l'heure, j'ai parlé de séduction. La séduction, ça passe par ça. Dans une séduction, comment on fait pour séduire? Je vais vous donner un cours peut-être là-dessus, même si je ne suis pas un champion. Mais on va mettre en avant ce qu'on veut que l'autre voit. J'ai pas de problème. Mais en restant dans le vrai. Vous comprenez? La mauvaise séduction, c'est celle dans laquelle on rentre des paramètres qui sont des paramètres faux. On n'est pas dans la réalité. La bonne séduction, c'est au contraire, quand les choses sont vraies. Moi, j'estime qu'un maître de Torah qui veut convaincre quelqu'un de revenir à la Torah, il va devoir le séduire. Mais gare à lui, si pour le séduire, il va utiliser des arguments qui ne sont pas des arguments vrais. Un rave qui va donner des arguments vrais, eh ben c'est un rave en qui on va avoir confiance. Il va nous séduire. Il va nous faire avancer dans le chemin de la Torah. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait mettre en avant les qualités de ce qu'il vous propose, mais sans jamais mentir. Sinon, c'est pas un bon vendeur, c'est un menteur. Un menteur, il fait de vous ce qu'il en vit si vous êtes d'accord d'être crédule. Donc, on est contre cet état d'esprit. Mais par contre, on se sert de cette attitude, mais dans le chemin, encore une fois, de la vérité. D'accord. Une question de Michael. Dans le monde religieux, seules quelques rencontres suffisent pour se décider à se marier. Comment peut-on connaître quelqu'un en si peu de temps? On peut pas, c'est clair. La question, encore une fois, est excellente. On ne peut pas se connaître avant le mariage. Je le redis. J'ai répondu tout à l'heure à une question en me disant cette chose-là. On ne peut pas connaître. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas des devins. Mais justement, se marier à un moment, c'est une décision que l'on prend. Vous allez me dire, mais comment savoir si c'est la bonne? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vos grands-parents qui sont restés mariés pendant 50 et 60 ans, le jour où ils se sont mariés, eux non plus ne savaient pas si c'était la bonne. Et si vous dites, moi les gens qui me disent du premier regard, j'ai compris que, excusez-moi d'être sceptique. Tant mieux si vous y croyez, et tant mieux si ça arrive, peut-être. Dans la réalité quotidienne, dans celle que l'on doit anticiper, il faut savoir que ça n'arrive pas toujours. Mais justement, je vais vous dire quelque chose. Se marier, ça fait partie des décisions dans lesquelles je suis accompagné par Hachem, mais elles dépendent de moi. Et je crois, encore une fois, permettez-moi de parler au masculin, parce que je suis un homme, je crois que finalement, vous savez, aujourd'hui, dans la dimension masculine, la virilité a une place qui est très importante. C'est quoi être viril? C'est quoi être homme? Être homme, c'est être capable de prendre des responsabilités et de les assumer après. S'engager le jour de son mariage ou le jour de sa décision, c'est accepter de prendre des responsabilités. Est-ce que ça va être les bonnes ou pas? C'est moi qui vais le décider plus tard. Ou plutôt, je vais adapter ma décision aux circonstances de la vie. Je vais vous donner un tout petit exemple pour illustrer ce que je veux dire. Le jour où on a des enfants, les enfants, on ne les a pas choisis. On ne sait pas s'ils vont être blonds ou bruns, intelligents ou pas, grands ou petits, sages ou terribles. On ne sait pas à l'avance. Et le jour où nos enfants arrivent, on prend l'engagement et la décision que ce seront les meilleurs enfants du monde parce qu'on sera les meilleurs parents du monde. Vous avez des preuves à ce que vous avancez? Vous avez la moindre certitude que ça va être le cas? Non, mais vous vous engagez. Voilà pourquoi c'est un rôle dans lequel il y a très peu de gens qui se défilent, malgré la complexité de ce rôle et quelle que soit la durée pendant laquelle ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une qualité d'engagement à la base. Alors qu'est-ce que c'est qu'un shidour? Un shidour, c'est une rencontre qui va durer un certain temps, et pas forcément longtemps. Et pendant cette rencontre, on va voir si c'est possible. À partir du moment où c'est possible, on va décider que ce sera réussi. Impossible ou pas, ça dépend pas de moi. Réussi ou pas, ça dépend de moi. Enfin, ça dépend de nous deux. Ok? Et je vais vous dire quelque chose. À l'origine,
et c'est encore d'actualité dans certains milieux chassidiques, le Khatan et la Kala se rencontrent une seule fois. Juste pour voir, ainsi, excusez-moi l'expression, c'est une question qu'on vient de recevoir. Voilà, juste pour voir s'ils ne se dégoûtent pas mutuellement. À partir du moment où ils ne se dégoûtent pas mutuellement, tout est possible. Je ne vous demande pas d'adopter ce système, sachez juste qu'il existe, et qu'il marche pas moins bien que notre système. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a une prédisposition, le reste, je peux le réaliser. Le reste, il faut que je me sente capable de mener ce combat jusqu'au bout. Mais pour ça, il faut que je le décide. Pour se décider, il faut très peu de rencontres. Et croyez-moi, n'ayez pas peur de ces décisions faites à la va-vite. Il m'est arrivé souvent de devoir convaincre des parents d'accepter le mariage de leurs enfants, qui se connaissaient depuis très peu de temps. Et je leur ai posé une question, vous, qui êtes marié ou qui avez été marié pendant longtemps, ça fait déjà pas mal d'années que vous êtes passé sous la roupa. Franchement, aujourd'hui, vous pouvez me dire qu'avant le mariage, vous vous connaissiez vraiment? Ils sont obligés de me répondre que non, que finalement ils se sont vraiment connus le jour où ils se sont mariés. Je dis donc, vous voyez, si vous voulez si vous voulez qu'on continue dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que le mariage c'est un coup de poker, eh bien c'est vrai, le mariage c'est un coup de poker, c'est pas grave, il suffit de l'assumer. Il suffit de l'assumer. Quand j'achète un appartement, je ne sais pas si les voisins vont être bruyants ou pas, mais j'ai vu que le séjour me plaisait, que la disposition des chambres me convenait, c'est tout. J'ai jamais vécu dans cet appartement, je l'achète. C'est comme ça pour tout. Un couple, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'une acquisition, il s'agit d'un engagement. Je m'engage parce qu'a priori, il n'y a rien qui m'empêche de m'engager. C'est le mot que j'emploie tout à l'heure, même s'il est un peu fort. Mais s'il n'y a rien qui m'empêche de m'engager, je m'engage et je vous promets que j'assumerai le reste. Et je crois que réussir son mariage, c'est ça. C'est être à la hauteur de l'engagement qu'un jour j'étais prêt à prendre. C'est pour ça qu'il faut se marier jeune. Quand on se marie jeune, quand on est jeune, on est un peu inconscient. Et finalement, la conscience et la maturité, ce sont les armes qui nous permettent d'assumer ce pourquoi on s'est engagé quand on n'était pas suffisamment mûr. Très bien. Justement, alors, avant de vous poser une autre question, j'invite à tous nos auditeurs, tous nos internautes, de partager cette vidéo autour de vous, puisqu'elle permettra de pouvoir en intéresser d'autres, et de poser vos questions en direct maintenant. Voilà, on est là, on les reçoit. J'ai ma tablette pour pouvoir répondre et transmettre surtout vos questions à Rav Citruc. Donc, partagez et posez vos questions. Alors, une question de moi-même. Question de moi-même. Marié, hein. On appréciait Zichrono Livracha, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, votre papa, Rav Citruc. Il était grand rabbin de France pendant des années, et je pense que c'était une des personnes les plus à même de savoir quels étaient les chiffres, les taux de divorce, peut-être au sein de la communauté juive française. Et en fait, à partir de ces éléments-là, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'en fait, c'est une question sous-jacente qui se cache derrière toutes les questions qu'on a reçues, à savoir le peu de rencontres, ne pas assez bien connaître une personne lors d'un shidour et ne pas en ayant sans avoir vécu avec elle, etc. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui dire que à travers un shidour, on réduirait le taux de divorce considérablement? Alors écoutez, je m'insurge. Vous dites pas que c'est une bonne question. Non, pas du tout. Non, la question est pertinente, c'est une bonne question parce qu'elle intéresse tout le monde. Vous vous sentez pas obligé? Non, mais elle intéresse tout le monde, donc à partir du moment où une question intéresse, c'est une bonne question. Maintenant, je m'insurge contre cette question, contre cette vision des choses, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis de ceux qui considèrent que le chiffre est quelque chose de dangereux. Ok? Et je refuse de me marier en fonction d'un chiffre. Je vais vous donner quelques exemples. Se marier en fonction d'un chiffre, c'est quoi? C'est de dire, le taux de réussite c'est tant, le taux d'échec c'est tant. C'est-à-dire que quoi? Que je me condamne à rentrer dans ce chiffre. Il ne faut surtout pas que je désavoue cette statistique. Je refuse. Se marier en fonction d'un chiffre, ça peut être aussi se dire, combien il gagne? Ah, ça m'intéresse pas. Je connais même des gens qui se marient en fonction d'un autre chiffre. Combien elle pèse? D'accord? C'est des horreurs que je suis en train de vous dire. Ce pas des horreurs, ce sont des chiffres. Les chiffres varient constamment. Vous savez, je ne critique personne, mais vous avez des gens qui suivent constamment les courbes imposées par les chiffres. Mais je ne sais pas comment ils tiennent le coup, moi j'aurais mal à la tête à leur place. Ceux qui travaillent dans la bourse, ceux qui travaillent dans les statistiques, dans tous ces calculs. Il y a une Gemara qui dit quelque chose de très clair. En mazal li Israël. Le peuple juif n'est pas régi à de telles lois, à des statistiques, à des fatalités,
à des règles qui malheureusement condamnent ou alors au contraire donnent de l'espoir. Non, non, ma vie c'est mon expérience. Et mon expérience elle dépend d'aucune autre. Et si j'habite un immeuble dans lequel mes voisins du dessus, du dessous, à droite, à gauche ont connu telle ou telle chose, ça ne veut pas dire que moi je vais le connaître. Pas du tout. Je veux dire même mieux que ça. Il nous arrive de rencontrer des couples, ils sont mariés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et ils vous disent, c'est 5 ans de souffrance. C'est un chiffre. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je vais leur proposer que la 6e année change complètement cette statistique. Pourquoi pas? Ah, vous croyez que c'est impossible? Alors à ce moment-là, c'est impossible aussi en l'an 0, avant que ça commence. Alors à ce moment-là, dans la vie, on ne tente rien. Non, le chiffre, il faut savoir le mettre de côté. Le chiffre, pour moi, écoutez bien ce que je vais vous dire, n'est pas une indication. Je m'excuse, vous n'êtes pas riche par rapport à la quantité de ce que vous possédez. Vous n'êtes pas beau ou moche par rapport au chiffre qui est indiqué sur votre balance. Pas du tout. Vous avez des gens qui vivent leur physique avec plénitude et qui sont épanouis, et d'autres qui sont tout le temps complexés. C'est pas une question de chiffre. Le chiffre ne va pas déterminer la durée de mon couple. Le chiffre ne va pas déterminer mon taux de réussite. Vous savez, moi je viens du monde des yeshivot, il n'y a pas d'examen. Et les gens vous demandent, il n'y a pas d'examen? Et vous dites, oui, chez nous il n'y a pas de chiffre. Chez nous le Rav, il surveille l'élève. Et il peut vous dire à chaque instant, est-ce qu'il est en période d'évolution ou au contraire de régression? Et c'est ça qui compte. Et c'est pas le résultat qu'on a à un examen parce qu'on a bossé pour un examen. Ok? Chez nous, il n'y a pas de premier, deuxième ou troisième. C'est un petit peu comme chez nos enfants. Dans une famille, il n'y a pas celui que je préfère en premier ou celui que je préfère en deuxième, etc., etc. Non. Il y a une expérience de chaque instant. Alors soyez gentils. Oubliez-les ces chiffres. Ils ne servent à rien. Quel est le taux de réussite ou le taux d'échec? Vous savez comment j'appelle ça? Du voyeurisme. C'est la fatalité de ceux qui veulent savoir ce qui se passe chez les autres. C'est pas comme ça qu'on réussit ses propres expériences. On est maître de nos décisions. Le seul pouvoir que nous avons entre les mains, c'est d'assumer les engagements que l'on a pris un jour. Je suis désolé, je vais juste insister un petit peu, j'ai bien compris l'idée, mais est-ce qu'on peut dire malgré tout qu'il y a moins de divorces dans des rencontres faites par des shidduchim que dans des rencontres faites, on va dire, plus classiquement dans le monde occidental? Par rapport aux chiffres que vous auriez pu entendre de votre papa. Et vous voulez gagner quoi avec cette question? De savoir si le shidduch est plus... Toy ve so odom levadoy es eloy ezer kenegdoy Toy ve so odom levadoy es eloy ezer kenegdoy Toy ve so odom levadoy es eloy ezer kenegdoy Toy ve so odom levadoy es eloy ezer שכוילת ואתם רוקדים ואתם רוקדים ואתם רוקדים ומשמחים חתן
שקוילס ואתם רוקדים, ואתם רוקדים, ואתם רוקדים ומשמחים חתן כלה ואתם רוקדים, ואתם רוקדים, ואתם זוכים לחמישה חמישי קוילס קויל סוסוי נעי וקויל שמחו קויל חוסון וקויל קלו קלו קויל סוסוי נעי וקויל שמחו קויל חוסון וקויל קלו אתה מוביל, אתה מוביל אתה מוביל קויל חוסון וקויל קלו קויל סוסוי נעי וקויל שמחו קויל חוסון וקויל קלו קויל סוסוי נעי וקויל שמחו קויל חוסון וקויל קלו קויל סוסוי נעי וקויל שמחו קויל חוסון וקויל קלו קויל סוסוי נעי וקויל שמחה קויל חוסון וקויל קלו Rebonsoir à toutes et à tous pour ce direct de Jérusalem, des studios de Torah Box, en compagnie du Rav Yaakov Sitruk, pour répondre à toutes vos questions sur le thème comment trouver mon mazal, comment trouver son mazal, son zivug, son partenaire, son conjoint. C'est à vous, posez vos questions tout de suite en direct là où vous nous regardez. Partagez cette vidéo autour de vous pour en faire profiter vos amis. Et je pose tout de suite donc la question qui nous a été envoyée par Sylvie. Bonjour Rav, merci pour votre cours. Est-il vrai que dans le monde religieux, certains mariages se font alors que les mariés eux-mêmes ne se connaissent même pas? Tout se ferait par des familles. Par les familles, j'imagine. Écoutez, je connais aussi bien ce monde que vous, parce que c'est quand même une frange, on va dire, assez restreinte de la population religieuse, mais il est vrai que ça existe. Alors, il y a une halakha là aussi à ce niveau-là, on a cité brièvement tout à l'heure. Le mariage est arrangé, on va dire, par les familles, mais il y a obligatoirement au moins une rencontre qui doit être faite, et c'est encore une fois la halakha, avant la décision. Donc, ils ne se connaissent pas vraiment, mais ils se sont au moins rencontrés. Mais j'aimerais, parce que, évidemment, c'est facile de se faire des idées, d'avoir des idées préconçues et de se positionner par rapport à des choses qu'on ne connaît pas de l'intérieur. Je voudrais raconter une anecdote que j'ai un jour entendue de la part d'une femme qui était donc chatranite et qui était donc impliquée dans un mariage exactement de ce type-là. C'était deux familles d'une communauté chassidique ultra-orthodoxe, quand je dis ultra, c'est dans le sens noble du terme, évidemment, et des gens qui vivaient vraiment dans la Keloucha, etc. Et leurs enfants se mariaient, donc c'était un mariage arrangé comme vous l'avez cité. Ils se sont vus une fois, pendant un an, plus aucun contact, un an après, ils se rencontrent sous la roupa. Arrive le jour du mariage, et puis tous les invités sont là, tout est prêt, etc. On attend que la cérémonie commence, et cette dame me raconte qu'elle était donc parmi les invités, on vient la chercher en catastrophe, et on lui dit voilà, le jeune homme a demandé à vous parler. Vite, dépêchez-vous, c'est urgent, il ne rentre pas sous la roupa sans vous parler. Alors elle va le voir, et il demande à tout le monde de sortir, il veut lui parler en privé, et elle trouve un garçon effondré. Et il lui dit écoutez, je ne sais pas comment dire à mes parents, mais je ne peux pas rentrer sous la roupa. Je ne peux pas marier. Alors il lui dit bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il lui raconte qu'en fait, il n'était pas tout à fait d'accord avec ce système, et que finalement, le mode de vie de ses parents ne lui convenait pas. Et que il était sûrement
à quelques instants d'un mariage avec une jeune fille qui avait, elle, le même style de vie que ses parents et qui ne se sentait pas faire sa vie avec elle. Alors elle lui dit, elle était très intelligente, elle dit, écoutez, reste là, je reviens dans un instant. Elle court chez la Kala, la mariée, elle demande à tout le monde de sortir, et elle lui dit, écoute, on a un problème. Et elle lui raconte toute l'histoire. Elle dit, voilà, sache que ton futur Khatan, en fait, il est très différent de tes parents, de ses parents, etc. Et la jeune fille s'effondre, en pleurs. Et elle dit, écoutez, c'est incroyable. Hein, je n'étais pas prête à rentrer sous la roupa. Parce que moi non plus, je ne corresponds pas du tout au mode de vie de mes parents. Alors, elle lui a posé quelques questions précises dont je ferai l'économie parce que c'est pas ça le thème. Et 3 questions qui étaient très révélatrices, elle me les a racontées. Et dans les 3 questions, elle a exactement répondu aux attentes donc de ce jeune homme. Elle lui a dit, alors voilà, sache que c'est ce qu'il voulait que tu répondes, donc t'inquiète pas, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Elle a couru chez le Khatan, elle lui a raconté sa discussion avec la Kala, et il a dit, dans ces cas-là, c'est bon, on va sous la roupa. Ils ont célébré le mariage, et puis après, il y a eu ce qu'on appelle le Cheder Ichud, c'est-à-dire que le couple s'isole, c'est surtout répondant dans les communautés ashkénazes. Ils sont restés 1h30 ensemble. 1h30 à discuter. Et ils se sont rendus compte qu'ils correspondaient exactement point pour point, l'un à l'autre. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que il faut comprendre une chose, c'est que quand quelqu'un vit dans le système de la Torah, et encore une fois, je ne peux pas l'imposer ou le demander à celui qui n'est pas prêt ou qui n'a pas le niveau. Ah, mais c'est quoi le mariage sur la Torah? C'est une énorme confiance en Hachem. C'est de savoir que le zivoug, le mazal, c'est quoi? C'est 2 neshamot, 2 âmes qui se retrouvent. Mais à leur création, elles sont destinées à se retrouver. Et ces gens-là étaient des gens qui avaient fait confiance à leurs parents et à la Torah. Au moment de faire le grand saut, ils ont eu du mal. Mais il faut comprendre que pendant 1 an, ils nourrissaient ces craintes. Et ils les avaient ravalées chacun. Et en fait, finalement, la magie du mariage, ça a été que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, Dieu avait prévu exactement ce qui correspondait à l'un et à l'autre. Alors je réponds à votre question, madame, mademoiselle, oui, dans certaines communautés, c'est comme ça que ça se passe. Et le taux de réussite ou le taux d'échec, il n'est pas plus grand qu'ailleurs. Et à mon avis, le taux de réussite est beaucoup plus grand que le taux d'échec. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui s'en remettent à Hachem. Vous savez, dans le mariage, il y a un peu de magie. C'est important au niveau de la romantique et de la romance. Et c'est important également au niveau de la foi, de l'espoir qu'on nourrit à l'égard du mariage. Akadosh Baruch Hu est une pièce principale dans cette entreprise. Il faut lui redonner sa place. Question de Jennifer de Paris. J'ai 34 ans, je cherche désespérément à me marier, alors que je n'ai pas un profil dit à problème. Dois-je me rabattre sur des rencontres de second choix, divorcés, avec enfants, etc. Ou dois-je continuer à prier et à trouver quelqu'un de mon profil? D'abord, je suis heureux d'apprendre que votre profil n'est pas à problème. Mais deuxièmement, ce que je voudrais vous dire, c'est que il n'y a pas de, comment vous avez dit, de second choix. Il n'y a pas de second choix dans la vie. Et ma réponse, c'est les deux. Il faut prier, il faut espérer, il faut continuer d'être exigeant dans le bon sens du terme. Mais il faut fermer la porte à rien. Vous savez, il y a des gens qui ont des histoires qui nous paraissent un petit peu rédhibitoires, mais quand on les connaît, on se rend compte que c'est des gens extraordinaires. J'ai connu des 2e mariages où on dirait que finalement toute leur vie n'avait été qu'une succession d'événements pour les amener à ce moment-là. D'accord? Donc il ne faut rien rejeter. Je vous en supplie, soyez très ouverte et très tolérante, sans oublier d'être exigeante. Et cet équilibre entre les deux, c'est celui qui vous permettra de trouver votre bonheur. Donc encore une fois, ne rejetez rien systématiquement. Mais soyez convaincus que vous trouverez ce qu'il y a de mieux pour vous. Je ne sais pas s'il sera marié, enfin divorcé, et s'il aura des enfants. Je vous souhaite une histoire simple, facile à vivre, comme à tout le monde. Mais dites-vous bien que vous déciderez que la vôtre, elle sera dans cet état d'esprit. J'ai connu un jour quelqu'un qui voulait vivre une expérience, un trip. Apparemment, il vivait un peu tout comme ça, même la religion. Il a dit, moi, je veux épouser une fille, c'est un garçon, je veux épouser une fille qui a une histoire afin que je puisse l'aider à se reconstruire. Elle a réussi à le détruire. D'accord? C'est-à-dire que dans la vie, il faut chercher des choses simples. Et la simplicité, c'est pas la simplicité d'une histoire, d'un parcours. Vous avez des gens qui ont eu des parcours très sinueux, et puis un jour, comme je le disais tout à l'heure, ils redeviennent eux-mêmes. Et quand ils sont eux-mêmes, alors on découvre en eux cette simplicité. Vous savez que dans la Torah, simple, ça veut dire parfait. Ok? Une personne doit être une entité. L'entité d'une personne, c'est quand elle n'a pas plusieurs facettes. Elle n'a pas des choses qu'elle vous cache. Elle est elle-même, elle est entière.
C'est ce que je vous souhaite. Encore une fois, ne renoncez pas, priez beaucoup, mais ne fermez la porte à rien. Question de Guy de Fontenay. Si la mitzvah de se marier n'incombe pas à la femme, que doit faire la femme pour espérer fonder une famille? J'ai pas compris. Si, puisque la femme n'a pas de mitzvah Ouais. de se marier, alors qu'est-ce qu'elle doit faire alors qu'elle espère et elle veut fonder une famille? Alors, Quel est son rôle? j'ai bien compris, mais il faut faire un distinguo. La mitzvah, ok, c'est une obligation, certes, mais la réussite d'un couple ne dépend pas plus de celui qui a une mitzvah que de celui qui n'a pas la mitzvah. La mitzvah, c'est pas... La mitzvah d'abord dans la Torah, c'est d'avoir des enfants. Alors ok, cette mitzvah incombe à l'homme, c'est vrai, d'accord, très bien. Mais la mitzvah de réussir son mariage incombe aux deux, aussi bien à l'homme qu'à la femme. Il ne peut pas y avoir de mariage réussi sans que la femme joue pleinement son rôle, et vice-versa. Donc, comment une femme va trouver son mari alors qu'elle n'a pas de mitzvah? Je m'excuse de ma réponse, mais l'un n'est pas tout à fait lié à l'autre. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Ok, on a chacun une mitzvah de se marier, mais je vais vous dire quelque chose. Ne dites pas que je vous ai dit ça, hein, mais oubliez que je suis rabbin pendant un instant. Pour se marier, il faut d'abord penser au plaisir d'être marié. Il ne faut pas penser qu'à la mitzvah. Vous savez, il y a des choses que l'on fait que parce que c'est une mitzvah. Le mariage fait partie de ces mitzvot dans laquelle le plaisir est une partie intégrante de la mitzvah. Et je vais vous donner une autorisation, même si je ne suis pas posek halakha, donc ce que je vous donne, ce n'est pas une autorisation halachique, mais c'est une question d'approche. N'abordez pas le mariage comme une obligation ou une mission à remplir, mais comme un plaisir à assouvir. J'ai même envie de dire d'ailleurs que l'écrin du plaisir dans la vie, c'est le mariage. Il n'y a pas de vrai plaisir sans mariage, à tous les niveaux de la vie. Ok? Et donc quand vous allez aborder le mariage, oubliez le caractère mitzvah. Pensez d'abord au plaisir. La personne que vous avez en face de vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle vous plaise. Il faut aussi que vous le plaisiez. Et si vous devez déployer des efforts pour plaire, je vous en prie, c'est impératif. Et vous verrez que plus vous ferez des efforts pour plaire à l'autre, et plus l'autre aura envie de faire des efforts pour vous plaire. Et c'est ça qui va aussi déterminer la réussite de votre mariage. Bon, faites-moi plaisir, ne soyez pas trop religieux, ne pensez pas trop à la mitzvah. N'oubliez pas cet aspect du mariage qui est l'aspect agréable des choses. Et ça, c'est valable aussi bien pour une femme que pour un homme. L'homme apporte un côté agréable que la femme ne peut pas apporter. Et la femme apporte un autre côté agréable que l'homme ne peut pas apporter. L'un sans l'autre, c'est pas un couple. Ou en tout cas, c'est pas une réussite. On salue les personnes qui nous rejoignent, qui nous regardent. Ilan Cohen de Natania, Anna El Koubi de Montréal. Donc on salue toutes les personnes qui nous regardent. Continuez à poser vos questions, il nous reste encore quelques minutes. Rav Citruc, une question de Benny. On dit que trouver son mazal, c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. Quel est le sens de cette citation? Alors le sens de cette citation, il est très intéressant. C'est que lorsque les Juifs étaient devant la mer Rouge, et qu'on leur avait promis une solution, la seule chose à laquelle ils n'ont pas pensé, c'était à marcher dans la mer en pensant qu'elle allait s'ouvrir. C'est-à-dire que c'était la seule solution impossible. Okay? Et bien le mariage, c'est un petit peu la même chose. Ce que je voudrais expliquer aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, c'est que le mariage, pourquoi c'est comme l'ouverture de la mer Rouge? Parce que il faut comprendre que dans le mariage, il y a toujours une dimension qui est surréaliste. Il y a une dimension qu'on ne peut pas prendre en compte à l'avance. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut prévoir dans la vie, qu'on peut organiser. Forcément, dans un mariage, il y a une part d'inconnu. Et cette part d'inconnu, mes chers amis, je vous souhaite, je vous encourage à la vivre et à l'accepter. Et finalement, pour moi, il y a une inconnue dans le mariage, enfin une inconnue, un constat qui pourrait paraître un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, c'est que, je ne sais pas si vous avez constaté, mais on se marie jeune, et un jour on devient vieux. C'est triste, hein? C'est quand on se marie, on est frais, on est beau, on est mince, tout ce que vous voulez, et puis au fur et à mesure des années passent, on prend des rides, les cheveux deviennent blancs quand on les a encore, hein, les tailles augmentent, etc. On l'avait pas prévu ça. Hein. Quand on voit son conjoint, on le voit beau, frais, sympathique. On a du mal à l'imaginer. On se dit non, lui, il vieillira bien. D'ailleurs, moi aussi, je vieillirai bien. Et en fait, il y a cette part qui est à la fois une fatalité dans une inconnue que je suis obligé de prendre en compte. Je ne sais pas comment on va évoluer mutuellement, mais j'accepte cette part d'inconnu. Sinon, je ne peux pas
je ne peux rien entreprendre. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ouverture de la mer Rouge? C'est cette solution à laquelle personne n'avait pensé. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est peut-être un peu compliqué dans la vie de se décider et de prendre sur soi l'engagement. Mais le jour où on a pris la décision, le jour où on a pris l'engagement, eh bien c'est exactement comme la seconde après que la mer se soit ouverte. Tout devient tellement magnifique, tellement incroyable. Et vous savez, les gens qui n'arrivent pas à se marier, c'est uniquement qu'ils n'arrivent pas à franchir la petite seconde dans laquelle ils vont s'engager, ou la grande seconde dans laquelle ils vont s'engager. C'est la vraie difficulté du mariage. Tout le reste, c'est des soucis qu'on peut gérer. On en est capable. Exactement comme la mer qui s'est ouverte. Le problème, c'était qu'elle s'ouvre. Après, le problème n'existait plus. Voilà l'une des explications qui nous permet de comprendre pourquoi on compare l'un et l'autre. Question de Jonathan. J'échange actuellement avec une fille, SMS, téléphone, rencontre, etc., dans le but de se connaître pour se marier. On m'a présenté une autre fille. Dois-je nécessairement attendre de rompre mes échanges avec la première, ou puis-je construire quelque chose avec les deux jusqu'à me décider? Est-ce que je peux répondre à deux questions à la fois? Non. Je réponds à une question, je me concentre, et après je peux aborder la deuxième. C'est un choix qu'on fait dans la vie. Choisir, c'est exclure. Mais on ne peut pas avancer si on ne choisit pas. Là, il y a quelqu'un qui peut avoir deux dossiers ouverts en même temps. Mais moi, je peux béni, c'est bien béni, vous assurer d'une chose. C'est que vous serez ni dans l'un, ni dans l'autre. C'est pas possible. Pas possible. Et n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, je veux pas rater l'autre pendant que... Non, non. Concentrez-vous sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le reste est une histoire qui n'existe pas encore. Peut-être existera-t-elle, ou peut-être pas. C'est pas le problème de maintenant. C'est le problème de plus tard. Dans la vie, on ne peut pas se concentrer de la même manière sur deux dossiers, sur deux choses. Réussir une entreprise, c'est investir toutes nos énergies dedans. Donc investissez tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, dans ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Le reste, c'est une histoire que vous aurez peut-être ou pas l'occasion de vivre dans un autre temps, ultérieurement, pas aujourd'hui. Question de Rachel. Que pensez-vous de toutes les ségoulottes pour trouver son mazal? Amouka, Perek Shira, etc. J'y connais rien, moi, aux ségoulottes. Je connais une chose, ça s'appelle la prière. La prière, elle a un pouvoir inimaginable. Alors c'est vrai que si on nous dit que Rabbi Yonatan ben Uziel, quand on va le voir, il intercède en notre faveur pour que notre demande soit agréée concernant le mariage, parce que malheureusement lui n'a jamais été marié, alors c'est une tefila qui est portée. Si c'est ça une ségoula, je suis entièrement d'accord. Mais une ségoula, c'est pas un moyen magique dans lequel je n'ai aucun rôle. Moi j'aime maîtriser les situations. Une prière, c'est une expérience que je maîtrise, dans laquelle je m'implique. Et voilà pourquoi elle a des chances d'être réussie. Il y a des rabbinim comme Rabbi Yonatan ben Uziel qui peuvent nous aider, abuser. Ça par contre, il faut y aller. Alors encore une fois, si c'est ça une ségoula, je suis d'accord. Si une ségoula, c'est un moyen magique auquel je ne comprends rien, alors je ne suis pas à même de répondre à votre question. Mais je ne crois pas que ce soit ça une ségoula. Question de Franck. Combien de temps doit-on attendre entre le sérieux d'une relation et la date du mariage? 5 minutes. Mon cher Franck, le temps qu'il faut pour se marier, c'est celui qu'il faut pour s'organiser, pas plus. Je vais vous dire quelque chose. Un mariage est un moment d'énergie intense, très puissante. L'énergie, il faut savoir l'entretenir. Quand on rencontre quelqu'un, quand on se décide, il y a aussi une énergie considérable. Pourquoi attendre que celle-ci se calme pour aborder le deuxième dossier qui est celui du mariage? Au contraire, les choses ne font que se compliquer quand on est dans une période intermédiaire. Tout à l'heure, on a parlé du côté provisoire. Le provisoire, c'est pas bon. Le provisoire, c'est un état dans lequel on gaspille nos énergies. Ça sert à rien d'attendre. De toute façon, on commence à se connaître vraiment le jour où on se marie, et pas la veille. Je suis désolé, encore une fois, d'insister sur ce point-là. Donc, croyez-moi, parce que je pense que le conseil que je vous donne, je le puise d'abord de la vie de notre Chachamim, de la Torah, de ma petite expérience de la vie. Attendre, dans la plupart des cas, ne permet pas de rendre les choses plus faciles, au contraire, elle les rend plus difficiles. Alors, ma réponse est, faites le plus vite possible. C'est truc, il nous reste quelques minutes, 3-4 minutes. On va essayer de répondre aux 3-4 questions qui nous restent. Question un peu délicate, tendue. Vous êtes prêts? Je vous en prie. Question de Maurice. J'ai 30 ans,
et je suis fou amoureux d'une fille de 16 ans. Ai-je le droit, d'après la Torah, de l'épouser avant ses 18 ans? D'après la Torah, j'ai le droit de l'épouser avant ses 18 ans, il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction, par contre, c'est de se faire croire des fois dans la vie qu'on est fou amoureux, alors qu'on passe à côté de ce que c'est que le véritable amour. Alors mon cher Maurice, je ne vous connais pas, je ne connais pas la jeune fille, je vous en conjure, soyez prudents. Ne donnez pas aux choses des noms qu'elles ne méritent pas. L'amour est une chose qui se construit au fil du temps. Il faut des années pour construire un amour. Ne succombez pas à la tentation de croire que vous avez trouvé une chose vite, alors que dans la vie, il faut des années pour vraiment la trouver. Un véritable couple, c'est un couple qui court après l'amour tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pense l'avoir compris, mais il est convaincu que demain, il saura encore mieux ce que ça veut dire. Ne confondez pas l'excitation, la précipitation, l'engouement pour quelque chose, aussi beau, aussi belle soit cette chose, aussi intense, aussi puissante. Et le véritable amour, celui que l'on construit. La différence d'âge, c'était pas ça votre question, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Je vous répète, soyez prudents, ok, et donnez le temps à cette jeune fille également d'être adulte et de faire un véritable choix. Parce que vous avez aussi une responsabilité, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui s'est peut-être laissé emporter, et c'est le propre de son âge. Donnez-lui le temps de mûrir ses décisions, d'être sûr de ses sentiments, et croyez-moi, c'est vous qui en serez le plus heureux des bénéficiaires. Avant-dernière question, question de Lydia. Je sors d'un rendez-vous avec un garçon. Il me semblait bien jusqu'à l'addition de notre verre. Il a payé son verre et moi le mien. Est-ce rédhibitoire? Alors si ça provient d'un minag, il y a un minag qui veut que tant qu'on n'est pas fiancé, chacun paye sa part. C'est un minag qui est un peu gênant, mais il est répandu, il est reconnu. Donc si c'est ça, ça ne me dérange pas. S'il est radin, il faut se sauver en courant. C'est une qualité qu'il faut d'abord résoudre, un défaut qu'il faut d'abord résoudre, avant de pouvoir anticiper une relation vraie et solide. Finalement, c'est l'avant-dernière question maintenant. Question de Francine. Je suis divorcée, pratiquante avec la tête couverte. J'ai du mal à me remarier. Puis-je me découvrir désormais la tête? Si la halakha ne le permet pas, c'est que c'est certainement pas ça qui vous empêche de vous remarier. C'est en ça que je vous demande d'avoir confiance en la Torah. La halakha, elle n'est jamais notre ennemi, elle est toujours notre ami. Des fois, c'est pas facile de le déceler, mais si on a confiance, un jour, on comprend toujours pourquoi. La halakha n'a jamais empêché personne d'accéder au bonheur qu'il mérite. Avant de vous poser la dernière question qui peut être... Non, j'avais dit l'avant-dernière, maintenant la dernière. Mais juste avant de vous la poser, puisqu'elle peut être le mot de la fin, je voudrais, si vous pouvez, faire un petit Miché Bérard pour les noms qui nous sont parvenus, pour les personnes qui souhaiteraient se marier, et je vous les communique en même temps. Avec plaisir, Miché Bérard, Stéphane Toiti, Perla Perla Batrana, David Ben Nicole, Noah Adassa Batsara, Sephora Badrachel, Nadia Rachel Bat Maria, Déborah Chaya Bat Léa, Yehudit Bat Sarah, Iris et Megan. Voilà. Et tous Voilà, les parmi célibataires. tous ceux qui cherchent à se marier et qui n'ont pas encore trouvé leur zivug, qu'Albochou Yazmin Lahem et Bnei Zivugam Bekarov Bezat Hashem, ויזכו לבנות בית נאמן בישראל, ויזכו להיכנס תחת חופתם ויש לך ברכה והצלחה בכל מעשיהם, ויתברכו בכל הברכות כולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Amen. Et donc, la dernière question pour conclure, qui est, on va dire, très concrète et qui sort du cœur. Question de Sarah. J'ai 33 ans. Je ne suis toujours pas marié. Je n'en peux plus. Quelle est la solution miracle? Si je l'avais la solution miracle, j'aurais marié tous les gens que j'aime et pour lesquels j'attends le mariage. Il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, enfin, celle qui se rapproche le plus du miracle, c'est la prière. C'est de s'en remettre à Hachem. C'est de remplir toutes les conditions qu'il attend lui de moi pour que moi je puisse lui demander tout ce que moi j'attends de lui. Et croyez-moi, désespérer, se décourager, c'est l'antithèse de ce qui mène à la réussite. Donc moi ce que je vous demande, et je vous assure que ça peut être ça une solution miracle, c'est de vous montrer forte et courageuse. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose d'encore plus fort.
c'est que quand quelqu'un est désespéré et qu'il entreprend une rencontre, eh bien la personne qu'il a en face de lui, elle sent ce désespoir. Et ce désespoir la rend vulnérable. Et au lieu de la rendre, de la rendre séductrice à cette personne, ça fait l'effet inverse. Si vous arrivez à vous convaincre que la solution, elle va arriver, et qu'il n'y a pas de panique, et que vous ne devez pas être désespéré, au contraire, que vous allez dans une rencontre en étant heureuse, épanouie, sûre de vous, mais que vous le serez davantage, encore plus et complètement avec le mariage, eh bien c'est ce que vous diffuserez, et c'est ce que votre comportement émettra littéralement. Et la personne en face de vous, elle le percevra, et vous avez toutes les chances pour que, au contraire, ça puisse vous rapprocher très rapidement de l'âme sœur, et je vous souhaite de tout cœur, Bessat Hachem, que très bientôt, vous nous annoncez de bonnes nouvelles, et vous vous rendez compte que ce qu'on a dit c'était vrai, qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il faut être fort, qu'il faut avoir beaucoup d'assurance, mais qu'en même temps, il faut être constamment prêt à être à l'écoute. Je voudrais terminer moi en disant un tout petit mot que j'adore dire dans les mariages, même si j'ai tendance des fois à me répéter, mais c'est pas grave. Le verset le plus important de la Torah, le plus connu, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Et ce verset que tout le monde connaît, qui est le premier qu'on apprend quand on est un petit enfant, le dernier qu'on récite sur notre passage sur terre, c'est un verset, disait l'un de mes maîtres, qui contient tout, et notamment le secret du mariage. Pourquoi? Parce que le premier mot c'est Shema, qui veut dire écoute, et le dernier c'est Echad, qui veut dire un. Pour arriver à former un, il faut être à l'écoute. C'est valable quand on est marié, il faut savoir s'écouter mutuellement, et c'est valable quand on n'est pas encore marié. Soyez à l'écoute. Sachez recevoir, sachez accepter l'autre. Quand vous découvrez quelqu'un, dites-vous que vous êtes là pour le découvrir, n'ayez pas d'idées préconçues. Ne vous arrêtez pas à ce que vous pouvez voir ou percevoir trop rapidement. Ouvrez grand vos oreilles. Sachez apprendre, découvrir, encore une fois, écouter, et je suis sûr que en même pas 6 mots, puisque c'est le nombre de mots de ce verset, vous arriverez à trouver la personne avec qui vous ferez Echad, et je le souhaite, si Dieu veut, Bédra Hashem, très bientôt. Amen, merci beaucoup Rav Sitruk. Alors malheureusement vos noms nous sont parvenus aussi par la suite, donc on prie de tout cœur pour le mariage de Julie Bat Martin, Yehudit Bat Sarah, qui nous a été envoyé par Meir Soufan, donc de Ashdod, qu'on salue, et à tous donc les célibataires d'Israël, Bédrat Hashem, que chacun puisse trouver son zivouk très rapidement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi en masse ce direct de Jérusalem sur le thème donc de comment choisir son zivouk en compagnie du Rav Sitruk. Je remercie David Brami à la technique qui a permis la réalisation de ce live. Je remercie et je félicite et je souhaite un grand Mazal Tov à notre ami Jonathan qui a mis en place cet événement, ce live, mais qui n'est pas avec nous tout simplement parce que, comme on l'a annoncé la semaine dernière, il a eu un petit garçon, et cette semaine, aujourd'hui, c'était donc la Brit Mila, c'est la raison pour laquelle il est absent, donc on salue un grand Mazal Tov à notre nouveau Ben en Israël, à savoir, il s'appelle Yoel Rachamim, donc Mazal Tov à Jonathan, à son épouse et à toute la famille Berda. En tout cas, merci aussi à vous tous. Merci Rav Sitruk d'avoir répondu présent à ce live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, c'est avec Jérémy Bérébi, notre serial entrepreneur que vous connaissez tous, pour des questions business et halakha. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. Soyez présents. Merci encore et à très bientôt sur Torah Box. Bonne soirée.